Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument fascinant, la façon dont les groupes de copains, les fameux pairs, façonnent complètement la socialisation pendant l'adolescence. On va s'appuyer sur des données sociologiques super intéressantes pour comprendre tout ça. L'adolescence, on le sait, c'est cette espèce de pont entre l'enfance et l'âge adulte où chaque petite interaction compte double. C'est le moment clé où l'on construit son identité. Et franchement, les personnes avec qui on choisit de grandir à ce moment-là vont sans aucun doute sculpter les adultes de demain. Alors, c'est parti. On va plonger directement dans le vif du sujet avec un grand mystère que l'on connaît bien. Pourquoi est-ce que les ados ont l'air d'adopter une toute nouvelle personnalité à la seconde où ils franchissent la porte de la maison ? Le comportement à l'intérieur, en famille et à l'extérieur, c'est parfois le jour et la nuit. En fait, l'explication est toute simple. Le casting change. Ils ne sont tout simplement plus avec les mêmes personnes. Et ça, c'est un contraste fondamental. Regardez bien. D'un côté, on a la sphère familiale. C'est le terrain connu avec des règles bien établies depuis l'enfance. Tout y est clair et prévisible. De l'autre côté, la sphère des pairs. Un monde totalement nouveau avec ses propres normes. Là, il ne s'agit plus du tout de suivre les règles de papa et maman, mais de trouver sa place, de s'adapter aux dynamiques changeantes du groupe. C'est vraiment le passage d'un petit cocon protecteur à un grand terrain d'exploration sociale. Pour bien décortiquer tout ça, voici les 5 grandes étapes de notre analyse. D'abord, l'importance du groupe. Ensuite, la question des groupes contraints et du rejet, la construction de l'identité, la sous-culture jeune et enfin, la fameuse prise de risque. Allez, on attaque tout de suite la première partie, l'importance du groupe dans la socialisation primaire. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir à quel point on a tous, inconsciemment, ce besoin d'être valorisé. À l'adolescence, ça devient un besoin viscéral d'être reconnu pour ce qu'on est en dehors de la famille. Le groupe d'amis coche absolument toutes les cases. Il répond au désir de découvrir, d'expérimenter, mais surtout, il permet à l'ado d'exister dans sa propre singularité. C'est littéralement le tout début de l'autonomie psychologique. Le point crucial à retenir sur ce concept, c'est que la popularité ou l'acceptation dans ce groupe, ce n'est pas du tout un détail superficiel. Ça nourrit directement l'estime de soi. Le groupe agit un peu comme un immense miroir, et l'image qu'il renvoie va orienter très profondément la confiance en soi et le développement personnel du jeune. Passons au deuxième point de notre décryptage, les groupes contraints, entre risque et rejet. Alors, un groupe contraint, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, imaginez tout simplement une salle de classe. C'est un cadre social imposé. On est obligé de cohabiter et d'interagir tous les jours avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis au départ. Contrairement à une bande de copains, ici, la proximité physique est là bien avant les affinités. Et du coup, ça crée une dynamique vraiment complexe. D'un côté, être forcé de se côtoyer tous les jours peut faire naître de superbes amitiés inattendues. Mais de l'autre, attention, les risques psychologiques sont bien réels. S'il n'y a pas d'atome crochu, l'individu peut se retrouver face à une froide indifférence, un rejet brutal, voire une grande solitude. C'est un apprentissage de la vie en société qui peut s'avérer assez rude par moments. On se retrouve donc avec une dualité assez fascinante. D'une part, les relations choisies, les vrais amis, qui offrent un soutien affectif énorme basé sur l'entraide et des valeurs communes. Et d'autre part, ces relations contraintes, où il faut apprendre à nager dans des eaux sociales parfois très agitées, à gérer les conflits et la dure réalité de l'exclusion potentielle. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, la construction identitaire, ou comment s'affirmer et exister. Ah, le fameux cap ou pas cap. C'est une phrase qui parle à tout le monde, avec sa petite pointe de nostalgie. Ce jeu, qui se passe toujours bien à l'abri du regard des parents, est très loin d'être un simple passe-temps d'enfant. C'est en fait un mécanisme social super puissant pour s'affirmer. Si on décortique un peu la mécanique de ce genre de défi, c'est très révélateur. On lance l'action sous les yeux du groupe avec un but très clair, attirer l'attention pour exister à leurs yeux. Qu'on réussisse ou qu'on ose simplement relever le défi, c'est le moyen de cimenter sa place dans la hiérarchie sociale. C'est presque un rite de passage au quotidien. Au final, faire partie d'une bande, ça répond à des besoins vitaux. C'est là qu'on trouve un soutien moral, de l'intimité et un soutien affectif indispensable. Ça explique logiquement pourquoi, à cet âge-là, les amis ont souvent l'air de passer bien avant la famille. Ils deviennent tout simplement le nouveau socle pour construire son image. Et comment marque-t-il cette différence ? C'est notre quatrième point, la sous-culture jeune et ses marqueurs uniques. Les ados font vraiment tout pour se démarquer du monde des adultes. Ils construisent activement leur propre culture. Les exemples les plus frappants ? La musique et le style vestimentaire. C'est pas juste des modes passagères, ce sont de vraies déclarations d'indépendance pour bien séparer leur réalité quotidienne des attentes parentales. L'idée forte ici, c'est cette notion de sort commun. Le groupe devient la référence absolue, la boussole. L'individu va constamment s'y référer pour mesurer sa propre valeur. Plus on est conforme au groupe, plus on se sent en sécurité. À cet âge, suivre le mouvement, c'est très souvent un pur réflexe de survie sociale. Allez, on aborde notre cinquième et dernier point, et pas des moindres, l'expérimentation et la prise de risque.
C'est ce qu'on appelle la logique de l'excès. Dans la culture ado, c'est souvent le trop ou le trop peu. C'est tout à fait normal, c'est la période où l'on teste les limites du monde. Le souci, c'est que ça peut parfois glisser vers des conduites déviantes, où on brave l'interdit juste pour valider son statut devant les copains. Il faut vraiment faire la différence entre la petite prise de risque, qui est d'ailleurs absolument nécessaire pour grandir, et la vraie mise en danger. Aujourd'hui, avec le rôle central des médias et des réseaux sociaux, des plateformes comme TikTok agissent comme d'immenses caisses de résonance. Ça transforme parfois la simple petite expérimentation locale en défi extrême et mondialisé, où avoir de la validation numérique devient malheureusement plus important que sa propre sécurité. Du coup, ça nous laisse sur une vraie grande question. Comment est-ce qu'on peut laisser aux jeunes l'espace dont ils ont vitalement besoin pour se construire, tout en les protégeant de ces dérives extrêmes amplifiées par le besoin de validation en ligne? N'oublions pas que les adolescents qui se cherchent aujourd'hui à travers le regard de leurs pairs seront les adultes de demain. Alors comment est-ce qu'on peut ajuster notre regard pour encadrer cette quête d'identité sans l'étouffer? Eh bien, ça donne vraiment matière à réfléchir.